Je vais vous parler aujourd'hui de ma vision en fait du zoo du XXIe siècle, qui est pour moi un lieu d'éducation, un lieu de conservation à la biodiversité et également un lieu de bien-être animal. Et je vais essayer au cours de cette conférence de vous montrer comment les parcs zoologiques ont évolué au cours de ces 200 dernières années. Je vais faire un petit historique des parcs zoologiques qui ont donc évolué des ménageries au XIXe siècle, qui étaient quelque part des cabinets d'histoire naturelle vivants, euh, vers des parcs au XXe siècle qui étaient plus des muséums du vivant, mais qui avaient déjà une vision pour parler d'écologie, mais la présentation des animaux restait sous forme de diorama. Et aujourd'hui, les zoos du XXIe siècle tendent ou se voudraient être des lieux de conservation de la biodiversité, des centres de ressources environnementales. Alors, mais tout ça a commencé il y a plus de 200 ans par des ménageries royales qu'on retrouvait à travers l'Europe entière. Euh, à la fin du XVIIIe siècle, le dernier intendant du jardin du roi, qui précédait au Muséum national d'histoire naturelle, fut Bernardin de Saint-Pierre et il fut invité à visiter après la Révolution la ménagerie royale de Versailles qui était quelque part en ruine. Et au retour de cette visite, il s'est dit qu'il fallait absolument joindre aux collections inertes du Muséum national d'histoire naturelle des collections vivantes et de créer une ménagerie. Et il écrit alors un mémoire sur la nécessité de joindre une ménagerie au Jardin national des plantes de Paris. Et dans ce mémoire, il donne les missions de ce futur zoo. Et on peut lire les avantages qui en résulteront pour le progrès des arts, donc mettre à disposition des artistes des animaux, le progrès des sciences, donc la recherche, de l'économie rurale. Donc là, l'idée, c'était essayer de croiser des animaux domestiques avec des animaux sauvages pour créer de nouvelles races domestiques, de la philosophie même, donc là c'était plus de l'éducation et l'éducation des masses, et nos relations politiques avec les puissances étrangères. Là, l'idée était de mettre à disposition du peuple un lieu pour abriter les cadeaux des monarques et des futures républiques. Alors, il fallut, cette ménagerie ne fut pas créée tout de suite, il fallut attendre un événement, donc une opportunité qui fut le 3 novembre 1793, un arrêté du Conseil général de la Commune de Paris qui interdit les exhibitions de spectacles et d'animaux sauvages dans les rues de la capitale. Donc, ces animaux sont confisqués et rapportés au Jardin des plantes. Et les présentateurs, enfin les gens qui présentaient ces animaux dans les rues deviendront les premiers animaliers, les premiers soigneurs animaliers du Jardin des plantes de cette ménagerie, qu'il ne fut officiellement ouverte au public que le 16 mai 1794. Au départ, dans cette ménagerie provisoire, de nombreux animaux arrivèrent de toute l'Europe, réquisitionnés par les armées de la Convention dans différents pays où ces armées sévirent. Ces animaux confisqués des ménageries royales furent ramenés au Jardin des Plantes. Là, on peut citer Hans et Parky, qui étaient deux éléphants qui ont été confisqués à la ménagerie royale de Hollande, au Stadtouder de Hollande à Arnhem. Ensuite, on peut citer aussi des animaux qui ont été confisqués en Italie, les ours de Berne, ou d'autres animaux qui ont été offerts par, là je citais un lion par le Dey d'Alger, ou bien encore des porcs-épics par le gouverneur du Cap. La ménagerie se construit petit à petit, donc cette ménagerie du XIXe siècle,
avec comme inspiration des fabriques issues des jardins publics de l'époque. Et on construit à la ménagerie du Jardin des Plantes un certain nombre de petits bâtiments qui évoquent chacun un pays du monde autour duquel on a un enclos un petit peu paysager et on y présente différents animaux, d'abord des herbivores. Ensuite, les carnivores arrivent avec la construction en 1805 de fosses aux ours, puis d'un grand bâtiment qui existe toujours, qui est toujours visible à la ménagerie qu'on appelle la rotonde pour accueillir des éléphants, des girafes, tous les grands herbivores que nous connaissons actuellement. Et donc, cette rotonde est entourée de barreaux et les animaux sont visibles à travers des barreaux. Les constructions de bâtiments continuent et pour accueillir des félins, on construit un grand bâtiment de style néoclassique avec des loges très exiguës, 21 loges au total. Donc, au XIXe siècle, on expose les animaux au public dans le cadre de collections taxonomiques. Et donc, dans ces 21 loges, vous aviez 21 espèces de félins, les unes à côté des autres. Et en 1900, la collection de la ménagerie était très importante, avec sur 5 hectares, donc dans un tout petit espace, 500 mammifères et 850 oiseaux. Ce zoo du 19e siècle, au cours du 20e siècle, va évoluer. La ménagerie du Jardin des Plantes étant considérée comme trop petite pour accueillir les grands mammifères, le muséum décide de construire un nouveau zoo dans le parc de Vincennes et ce nouveau zoo ouvre au public en 1934 et accueille, comme vous pouvez le voir sur cette image, plusieurs millions de visiteurs. Alors, ce zoo est révolutionnaire à l'époque, mais finalement ne change pas fondamentalement de la ménagerie du 19e siècle, puisque les collections sont toujours présentées de manière taxonomique. Vous avez une fauverie, une singerie, des séries d'enclos, vous avez des ours. Ce qui change, c'est que les barreaux ont disparu, on les a remplacés par des îles qui sont entourées de fossés pour présenter les animaux directement au public, comme vous pouvez le voir sur ces photos, avec en bas à droite des tigres qui sont dans une fauverie, mais donc vous avez les tigres, à côté des tigres, vous avez les lions, à côté des lions, vous avez des panthères, plus de barreaux, mais pas de changement fondamental dans la présentation. Il faut attendre les années 80 pour que le zoo du XXe siècle commence à évoluer vers le zoo du XXIe siècle. Donc, encore des exemples à travers les parcs zoologiques du muséum et à travers la ménagerie du Jardin des Plantes qui va évoluer en relation avec les espaces disponibles. Donc, comme il n'y a plus d'espace pour les grandes espèces, ces grandes espèces vont continuer à partir. Le dernier éléphant quittera la ménagerie en 1976. On va remplacer progressivement ces espèces de grande taille par des espèces de taille plus réduite en relation avec la taille des enclos. Le nombre d'espèces va diminuer. En 1960, vous aviez environ 500 espèces présentées à la ménagerie. Aujourd'hui, en 1921, il n'y en a plus que 140. Et une préférence va être donnée à des animaux menacés d'extinction et faisant partie d'élevage coopératif, j'y reviendrai tout à l'heure, en relation avec la mission de conservation de la biodiversité. On va aussi énormément végétaliser les enclos et essayer d'évoquer les milieux naturels. Par exemple, les fosses aux ours vont être complètement transformées. Le dernier ours partira assez récemment en 2004 et ces fosses seront complètement végétalisées. Des structures verticales y seront construites et on y présente aujourd'hui des petits carnivores comme des pandarous ou des binturons qui sont des espèces asiatiques. La fauverie qui avait été construite en même temps, à la même période de l'ouverture du zoo de Vincennes,
en 1937 va être complètement réaménagé, les espaces vont être agrandis, on va végétaliser ces espaces et on va remplacer les barreaux par des vitres. On a une proximité pour le visiteur par rapport à l'animal, mais le visiteur ne verra plus de lions, de tigres qui ont besoin de grands espaces et on se limite à des espèces de panthères plus petites. Et de 15 espèces présentées en 1937, uniquement 4 espèces sont présentées aujourd'hui au public. Donc cette transformation progressivement supprime également les barreaux, revégétalise les enclos, permet aux visiteurs de voir directement les animaux. Et comme je vous disais, les animaux ont changé puisqu'on va se concentrer sur des animaux menacés d'extinction. Donc ici, vous avez l'oryx d'Arabie, une espèce qui avait disparu à l'état sauvage dans les années 80, qui a été réintroduite dans les années 90 dans les espaces en Arabie, surtout de la péninsule arabique, et qui fait partie d'un programme d'élevage européen, donc que nous présentons à la ménagerie. Alors, d'autres espèces s'en vont, les enclos sont réaménagés, donc une présentation directe de ces animaux au public, plus de grillage quand c'est possible. Donc, d'autres espèces comme le diable de Tasmanie, ici encore à nouveau des travaux récents dans la ménagerie. Et puis, on construit des grands espaces pour les primates. Et ici, un projet qui aboutira d'ici 2 ans et demi avec un grand espace extérieur pour les orang-outans. Ce zoo de la ménagerie qui tend vers le zoo du XXIe siècle n'est malheureusement pas, est toujours contraint par des espaces petits et des bâtiments qui datent de la présentation taxonomique des espèces. Et le zoo du XXIe siècle sera le parc zoologique de Paris qui va être complètement rénové. Donc, je vous rappelle qu'il datait de 1937. Et cette rénovation va se faire avec un nouveau concept de zoo. On va essayer de présenter les animaux dans des espaces en relation avec les zones biogéographiques dans lesquelles ils vivent, et on va essayer de reconstituer des évocations d'écosystèmes. Et pour donc, le parc zoologique de Paris, on a choisi 5 zones biogéographiques, la Patagonie, le Sahel-Soudan, la Guyane, Madagascar et l'Europe. Là, vous avez quelques visions du zoo avec, donc je vous dis, une présentation mixte entre des girafes, des koudous qui sont des antilopes africaines, des autruches, et la photo de droite, c'est la grande serre qui fait 4000 mètres carrés et dans laquelle on a essayé de reconstituer des milieux qui évoquent donc Madagascar et la Guyane. Je ne pouvais pas vous présenter ces 2 parcs zoologiques du muséum sans en évoquer un troisième, qui est le parc zoologique de la Haute-Touche, qui est situé au centre de la France, dans le département de l'Indre, et qui est justement caractérisé par des très, très grands espaces dans lesquels 1000 animaux se trouvent présentés dans des grands troupeaux et dans des espaces chacun de plusieurs hectares. Donc, le nouveau rôle des parcs zoologiques, les nouvelles missions des parcs zoologiques s'inscrivent dans le déclin de la biodiversité, ce déclin que je ne vais rien vous apprendre en vous disant que sous l'effet de notre espèce, eh ben, les autres espèces qui peuplent la planète sont menacées d'extinction. Et aujourd'hui, on considère que 30% de l'ensemble de la biodiversité de la planète est menacée à des degrés divers d'extinction, et on retrouve ces espèces qui sont listées sur la liste rouge de l'IUCN. Les parcs zoologiques ont pris conscience de ce phénomène dans les années 70 et le parc zoologique de Jersey
à travers son directeur Gérard Dureuil, a été pionnier en la matière, puisque en 1972, il convoque les directeurs des plus grands parcs zoologiques au monde à un congrès où il va essayer de faire passer le message de cette perte de biodiversité. À l'époque, les parcs zoologiques se fournissaient allègrement dans la nature. Vous aviez des marchands d'animaux qui fournissaient les zoos et les zoos se moquaient, enfin, avaient peu conscience de l'intérêt de reproduire des espèces puisqu'on considérait que la nature était un puits sans fond dans lequel on pouvait aller se fournir. Donc, Gérard Dureuil alerte en 1970 en disant « Il va falloir arrêter de prélever des animaux dans la nature. La nature est aujourd'hui menacée. Il va falloir qu'on reproduise durablement les espèces en captivité et pour éviter la consanguinité, qu'on se les échange entre parcs zoologiques et donc qu'on montre en priorité des espèces menacées d'extinction. » Et cette conférence est arrivée au moment de la prise de conscience aussi du politique de ces problèmes de déclin de la biodiversité, puisqu'en 1973, la Convention internationale for the Trade of Endangered Species et donc la convention qui réglemente le commerce des espèces menacées est créée et donc il est interdit à partir de ce moment-là de prélever des animaux vivant dans le milieu naturel, en tout cas les animaux qui sont menacés d'extinction. Donc, les différentes régions du monde vont créer des programmes en relation avec donc, la vision de Gérard Dureuil pour s'échanger des animaux et essayer de les reproduire pour avoir des populations viables à long terme. Les Anglais sont les premiers à mettre en place des programmes d'élevage, d'abord sur les singes anthropoïdes en 1977. Ils étendent leur programme en 1978 à l'ensemble des groupes animaux. En 1982, les Américains créent les SSP, les Species Survival Plan, les Australiens en 83, les Européens en 85 avec les European Endangered Species Program, et en 1993, là c'est un petit peu la consécration puisque c'est la reconnaissance par l'IUCN du rôle des zoos dans la conservation de la biodiversité avec la rédaction de The World Zoo Conservation Strategy qui est en fait un code d'éthique et qui va définir les missions des parcs zoologiques. Donc, les parcs zoologiques sont aujourd'hui regroupés dans des réseaux associatifs régionaux avec, par exemple, Association of Zoo and Aquarium aux États-Unis, le HAZA en Europe ou d'autres grands réseaux régionaux dans 11 régions du monde. En Europe, je vais vous parler de l'EASA, l'Association européenne des parcs zoologiques, donc aujourd'hui qui regroupe 355 zoos de 44 pays européens. Donc 44 pays européens, c'est une Europe un petit peu élargie, avec des programmes de conservation, des programmes d'élevage qui sont mis en place sur 402 espèces, mais la conservation n'est pas la mission unique des parcs zoologiques, à qui on demande également, et pour moi c'est la mission la plus importante, c'est la mission d'éducation du public, et c'est une mission d'autant plus importante que les parcs zoologiques reçoivent dans le monde plus de 700 millions de visiteurs, ce qui représente donc un outil très important pour participer à l'éducation à l'environnement. Et la troisième mission est une mission de recherche. Donc, ces missions que les parcs zoologiques se sont données sont devenues très, très vite des missions qui se sont traduites par la loi, d'abord par une directive européenne en 1999 qui demande aux parcs zoologiques de participer à des programmes de recherche dont les avantages bénéficient à la conservation des espèces, participer à la conservation des espèces et participer à l'éducation, à la sensibilisation en ce qui concerne la conservation de la diversité biologique.
Ces missions sont traduites ensuite dans la loi française par un arrêté de mars 2004 qui fixe les règles de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques, et on retrouve les mêmes missions, la conservation, la recherche et l'éducation. Alors, cette mission de conservation, concrètement, comment elle fonctionne? Donc, l'esprit, c'est de maintenir à long terme les potentialités évolutives des populations animales en captivité, afin qu'un jour, on puisse les réintroduire dans le milieu naturel, c'est-à-dire garder les capacités adaptatives des espèces en maintenant une certaine diversité génétique. Et pour cela, les objectifs que se sont donnés ces programmes d'élevage, c'était il y a une vingtaine d'années, c'était de préserver 90% de la diversité génétique sur une période de 100 à 200 ans. Je ne vais pas rentrer dans les détails du fonctionnement de ces programmes d'élevage, mais ça permet en fait de constituer des tailles de population comprises entre 250 et 500 individus en relation avec le temps de génération des différentes espèces donc qui sont compatibles avec la place disponible dans les parcs zoologiques. Alors, le principe de ces programmes d'élevage, c'est un livre généalogique pour chacune des espèces qui va permettre d'inventorier les animaux en captivité, de remonter jusqu'à leurs ancêtres sauvages qu'on appelle les fondateurs et d'établir les liens de parenté. À partir de ce livre généalogique, on va réaliser des études démographiques, enfin des analyses démographiques et génétiques de ces populations, ce qui va permettre de recommander aux différents parcs, pour les espèces monogames, qui sont les plus simples à gérer, les couples idéaux. Donc, telle femelle va partir du zoo de la ménagerie du Jardin des Plantes pour aller au zoo d'Anvers, et puis un mâle du zoo d'Anvers va partir dans le zoo d'Athènes pour former un couple avec une autre femelle. Et donc, ces appariements vont essayer, avec ces appariements, on va essayer de faire en sorte de gérer au mieux la variabilité génétique de ces espèces. Je vous ai parlé de recherche. Alors, très vite, les recherches en parc zoologique, beaucoup de recherches en association avec les sciences vétérinaires. Donc là, je vous ai cité des recherches en épidémiologie qui vont… donc aujourd'hui, le contexte permet encore plus de comprendre l'importance de ce type de recherche sur les maladies chez les animaux. Mais des recherches également en taxonomie. On va essayer de préserver des taxons qu'on va ensuite réintroduire dans le milieu naturel. Donc, est-ce que ces taxons qu'on a aujourd'hui en parc zoologique sont les mêmes qu'on retrouve dans la nature? Et est-ce que vous avez des espèces, des sous-espèces, des populations? Est-ce que ces populations sont compatibles? Donc, des recherches dans ce domaine. Là, je vous citais une recherche qui a été réalisée au muséum sur une recherche de génétique sur les girafes qui a permis de réviser la taxonomie des girafes. D'autres recherches sur les biotechnologies de la reproduction dans le but de mettre en place des banques de ressources génétiques qui font également partie de la mission de conservation des parcs zoologiques, garder une partie de cette diversité dans la glace en mettant en place des sérothèques de semences, ce qui peuvent être de cortex ovarien, on réussit à congeler, décongeler, réimplanter des embryons, tout cela dans une optique de conservation de la biodiversité. Aussi, des recherches en biologie du comportement. Là, je vous ai illustré cela par des recherches qui ont été réalisées au muséum et dans les parcs du muséum il y a quelques années par une collègue, Sabrina Krief, qui travaille sur l'automédication chez les grands singes. Donc, on a montré que les orang-outans, par exemple, à la ménagerie, sélectionnaient leur nourriture et voilà, ils avaient que cette sélection était individuelle, mais qu'il y avait une transmission ensuite des goûts d'un animal à l'autre. Et également des recherches, donc
je vous ai parlé des premières missions, la mission de conservation, la mission de recherche, mais la mission que je considère, moi, la plus importante est la mission d'éducation. Donc, on va essayer, par les présentations d'animaux dans les parcs zoologiques, de faire passer un certain nombre de messages à nos visiteurs. Est-ce que ces messages sont pertinents et est-ce que ces messages sont perçus comme on voudrait qu'ils passent à travers la population? Donc, j'ai encadré il y a quelques années une thèse sur le sujet de la déconnexion à la nature et de savoir si le zoo n'était pas un endroit où on pouvait reconnecter le citadin à la nature. On a montré au cours de cette thèse, donc là je vous le dis très succinctement, il me faudrait un petit peu plus de temps pour vous expliquer avec plus de pertinence l'intérêt de ce type de travail. Donc on a montré qu'il y avait une déconnexion chez les citadins aujourd'hui, que 80% des Européens sont citadins, alors que dans les années 60, il n'y en avait moins que de 40%. Et le fait de devenir citadin déconnecte donc ces citadins à la nature. Il a été montré que les enfants aujourd'hui allaient visiter beaucoup moins des milieux naturels que les adultes et que entre les années 90 et les années 2010, on avait eu une baisse très importante des visites des milieux naturels par les citadins. Donc, on s'est posé comme question quelle nature perçoivent les visiteurs et si le zoo reconnecté à la nature. Donc, je ne vais pas vous exposer l'ensemble des résultats, mais juste ce petit graphique qui a fait l'objet d'une publication avec Suzanne Clayton, une américaine avec laquelle on travaillait, parce qu'on a essayé de comparer aussi les visiteurs dans les zoos en Amérique du Nord et en Europe. Donc, on a montré que la visite aux zoos, que les visiteurs, quand ils sortaient de la visite aux zoos, avaient un petit peu plus conscience des problèmes de conservation de la biodiversité et avaient une préoccupation environnementale un petit peu plus forte, tout en restant relativement modeste parce qu'il faut plus malheureusement qu'une simple visite dans un lieu naturel pour créer cette conscience environnementale qui est beaucoup plus complexe. Alors, pour terminer mon exposé, aujourd'hui, les zoos sont en Europe remis de plus en plus en question par l'émergence de partis animalistes. Et là, vous avez quelques photos. En haut, c'était en 2014 lors de la rouverture au public du parc zoologique de Paris, où on a eu quelques manifestations d'opposants. Et régulièrement, devant le Jardin des Plantes, nous avons aussi une association qui s'appelle Paris Zoopolis, qui vient manifester pour la fermeture de la ménagerie du Jardin des Plantes et la libération des animaux. Alors, ces associations ont eu un impact auprès du politique, puisque en février 2021, c'est donc il y a 2 mois, a émergé une proposition de loi qui a été votée à l'Assemblée nationale et qui est actuellement au Sénat. Donc, une loi contre la maltraitance animale. Donc, tout le monde est contre la maltraitance animale, mais cette loi va beaucoup plus loin que la maltraitance animale puisqu'elle implique l'interdiction de présentation de dauphins dans les delphinariums, de tout mammifère marin, et l'interdiction de la présentation des animaux sauvages dans les cirques itinérants. Et donc, il y avait aussi une demande pour la fermeture des parcs zoologiques, mais cette demande n'a pas été suivie heureusement par les politiques. Mais aujourd'hui, vous avez donc
fermeture des delphinariums en France. Et dans les 5 ans qui viennent, tous les 3 delphinariums qui étaient en France vont devoir fermer leurs portes au public. Alors, comment dirais-je, cette pression des partis animalistes a quelque part un bien, puisqu'elle a fait prendre conscience davantage aux parcs zoologiques de l'intérêt de se focaliser sur le bien-être animal. Donc, ça faisait longtemps qu'on avait cette conscience du bien-être animal, mais ça a renforcé cette conscience et ça a entraîné le besoin de mettre en place des actions concrètes pour améliorer le bien-être animal en parc zoologique. Et la WASA, qui est donc l'Association mondiale des parcs zoologiques, a publié en 2015 le guide du bien-être animal qui s'est intitulé Caring for Wildlife. Alors, ce bien-être animal est quelque chose d'assez contradictoire, mais je vais y revenir, c'est contre-intuitif avec la manière dont on gère les populations. Parce que quand on parle de bien-être animal, on va parler du niveau individuel, on va s'intéresser au bien-être des individus. Alors que jusqu'à présent, quand on travaillait sur la conservation de la biodiversité, sur la gestion des populations animales, que ce soit en captivité ou dans le milieu naturel, on s'intéressait au bien-être de la population. Et ce bien-être de la population n'est pas, en fait, ce bien-être, excusez-moi, cette survie au niveau populationnel n'est pas toujours compatible avec ces exigences de bien-être au niveau individuel. Néanmoins, donc, ce nouveau travail nous a permis de prendre conscience d'un certain nombre de besoins, que les animaux avaient des besoins et que ces besoins devaient être satisfaits dans les parcs zoologiques. Vous avez ici un graphique qui s'inspire de la pyramide de Maslow, qui est une théorie sur les motivations humaines, donc, qui est utilisée en psychologie, et qu'on a essayé de traduire par rapport aux besoins des animaux, qui vont des besoins physiologiques classiques à des besoins de sécurité, aux besoins sociaux, donc présenter des animaux dans les zoos en relation avec leur structure sociale, mais ces animaux dans les zoos ont tendance à s'ennuyer, donc il va falloir mettre en place des simulations mentales et il va falloir leur permettre un certain choix dans cet environnement qui est, même si on essaye de structurer ces enclos en relation avec les besoins des animaux, qui c'est beaucoup plus restreint, bien sûr, que dans le milieu naturel. Donc, ce travail se traduit également par la mise en place d'indicateurs de bien-être. Donc, on a évoqué il y a quelques années, et on en parle beaucoup, des domaines, le domaine de l'alimentation, de l'environnement, de la santé physique, du comportement, et le domaine mental qui est essentiel pour évaluer le bien-être d'animaux en captivité. Et on a mis en place dans les parcs zoologiques du muséum des plans d'action en relation avec le bien-être animal qui commencent à la collection, c'est-à-dire choisir des animaux qui sont compatibles avec les conditions de maintien dans un univers captif, l'organisation du travail, la formation des personnels en relation avec ce bien-être, des caractéristiques techniques, et j'y reviendrai pour finir, avec des méthodes qu'on appelle d'enrichissement ou d'entraînement, l'évaluation à la fois comportementale de l'état de santé des animaux, mais également de la perception qu'ont les visiteurs du bien-être des animaux, et donc la mise en place d'indicateurs et de programmes de recherche en relation avec le bien-être animal. Donc, actuellement, je ne vais pas vous commenter, je n'ai plus le temps parce que je vois que j'ai déjà passé mes 30 minutes. Donc, ce graphique qui illustre un petit peu les problématiques de recherche qu'on veut développer
au muséum dans le futur en mettant en place un programme de sciences participatives, c'est-à-dire faire participer les visiteurs à la récolte de données pour à la fois évaluer sur un grand nombre d'individus dans tous les parcs zoologiques européens le comportement des animaux en relation avec le bien-être animal, donc des indicateurs qu'on va mettre en place de bien-être. On va demander aux visiteurs de relever ces indicateurs, mais on va également mesurer l'expérience de visite, c'est-à-dire comment les visiteurs perçoivent ce bien-être animal à travers l'expression de sentiments comme la joie, la peur ou la tristesse, mais également la façon dont ils perçoivent la joie chez les animaux. Donc, c'est très anthropomorphique comme approche, mais il a déjà été montré par 2 ou 3 papiers sortis récemment que la perception qu'avaient les visiteurs du bien-être animal était très corrélée à ce bien-être animal mesuré par des indicateurs comportementaux pris par les méthodes de l'éthologie. Voilà. Et pour terminer mon propos, voilà quelques photos d'enrichissement mis en place à la ménagerie du Jardin des Plantes pour augmenter l'activité, le temps passé en activité ou en recherche de nourriture par les animaux. Également stimuler le jeu, mais stimuler aussi comment dirais-je, les capacités cognitives de ces individus. Et pour finir, un petit film sur un entraînement qui est réalisé chez des dendrolaques, qui sont des kangourous arboricoles, où aujourd'hui on travaille avec les animaux pour limiter le stress, par exemple, de la capture lors d'un transport. Et donc, on va habituer à l'animal à rentrer de lui-même dans une caisse de transport. Alors que jusqu'à il y a quelques années, on aurait peut-être fléché cet animal pour l'endormir, pour pouvoir le transporter. Et voilà, je vais m'arrêter là, en vous remerciant de votre attention.